L'offre, c'est l'élément crucial pour une agence. Si ton offre est pourrie, t'as beau avoir le meilleur service du monde ou encore être le meilleur vendeur du monde, tu feras pas d'argent. J'ai accompagné plus de 100 agences dans leur développement et leur structuration, dont certaines ont littéralement explosé. Et j'ai moi-même fondé mon agence Horus que j'ai récemment revendue. Je peux donc te dire que je suis assez bien placé pour différencier une bonne offre d'une mauvaise offre. Une bonne offre, elle comporte toujours les mêmes composants, mais pourtant personne ne les implémente correctement. Il y a trop peu d'agences qui respectent les critères de ce qu'est une bonne offre et donc ça les freine dans leur développement. Et dans cette vidéo justement, je vais te décomposer tous les éléments d'une offre gagnante, celle qui m'a fait vendre pour des millions de contrats. Et surtout, je vais t'expliquer comment tu dois implémenter ça dans ton agence pour tout casser. Allez, on est parti. Première chose et première, entre guillemets, masterclass là pendant la prochaine heure, je pense, créer une offre qui fait vendre. À chaque fois, j'ai beaucoup de questions là-dessus, donc on est parti. Je vous ai mis ça. Comme vous le savez, j'ai créé des centaines d'offres dans ma courte carrière, mais à chaque fois, je vois les mêmes bêtises. Et dans le charbon, j'ai eu la chance d'accompagner pas mal d'agences et même en dehors du charbon, de discuter avec pas mal d'entrepreneurs, même dans des domaines différents. Et à chaque fois, il y a les mêmes bêtises sur les offres. Donc, je vais vous expliquer ce qui, pour moi, est une offre complète, une offre quasiment parfaite, et ce que vous devriez répliquer au maximum. Je vous montre l'offre à la fin d'Horus, c'est-à-dire au prime d'Horus, à quoi ressemblait notre offre. Une fois qu'on avait trouvé notre marché, une fois qu'on avait trouvé les personnes à qui on vendait, une fois qu'on avait trouvé nos prix, une fois qu'on avait trouvé notre positionnement, bref, tous les éléments de cette offre-là sur lesquels je vais revenir après. Ça ressemblait à ça. Horus vend des vidéos 9/16e, donc téléphone, performantes à 1 000 € par vidéo, à de très grands groupes B2B qui cherchent à redorer leur image auprès des jeunes générations en vain. Donc nous, on avait une cible qui était les grands groupes B2B, et un peu les colosses qu'on connaît du CAC 40, etc., qui galèrent à redorer leur image auprès de la génération qu'on appelle la génération Z, donc la génération après 1990, puisque ils n'ont pas les codes de communication et les interlocuteurs qu'ils ont en interne sont potentiellement de générations plus âgées et donc ne comprennent pas forcément les codes de la génération Z. Horus est la seule agence qui réalise ces vidéos grâce à des experts qui possèdent plus de 3 millions d'abonnés. Donc ça, c'est les fondateurs. Et à chaque fois, à la fin, je vais vous la découper. Vous allez comprendre à quoi chaque phrase correspond parce que chaque phrase a une importance dans cette offre. Horus se positionne premium sur le marché avec un prix plutôt élevé. On avait une garantie de période d'essai, je vous l'expliquerai après, mais en gros, c'était à chaque fois qu'on signait un client, il y avait une période d'essai, donc on s'engageait sur des contrats de 3, 6, 12 mois, mais le client pouvait sortir au bout d'1 mois ou 2 mois si jamais il n'était pas convaincu. Donc c'était une garantie, on va parler de la garantie de toute façon. Et on avait de l'urgence et la rareté avec le fait qu'on soit une petite équipe et qu'on ne prenne pas tous les clients. Au maximum d'Horus, on a été 12 ou 13, donc on était une petite agence. Et ça jouait sur le fait que dans notre argumentaire, on disait qu'on pouvait clairement pas prendre tous les projets. Donc ça a amené de l'urgence et de la rareté. De toute façon, je vais revenir sur tous ces éléments-là, vous allez comprendre. Mais au moins, vous aviez l'offre à la fin, au moment du prime d'Horus, à quoi ça ressemblait. Et c'est une offre qui comporte en fait tous les éléments que moi, je considère d'une offre complète. Je vais revenir sur chacun des éléments un par un. Donc les voici. Une offre, ça comporte une cible. Une offre, c'est un service, et un seul service, on en reparlera. C'est un prix et un positionnement, et vous allez voir que les deux sont très corrélés, parce que c'est comme tout, hein, je pense que vous le savez, vous êtes des marketeurs. Un prix communique un positionnement, et un positionnement, normalement, est relié à un prix qui y correspond. Une promesse, ce qu'on appelle l'USP, la garantie, l'urgence, la rareté et des bonus. Et en fait, c'est une liste qui paraît exhaustive, et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Putain, mon offre, elle comporte pas tout ça et tout, c'est vrai. » Et en fait, il y a très peu de personnes qui ont tous ces composants dans une offre, et après, ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à vendre, ou ils se demandent pourquoi leur offre n'est pas forcément intéressante, ou qu'elle ne résonne pas avec le prospect. C'est normal, il n'y a pas tous les composants. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça d'avoir tous ces composants-là. Let's go. On part avec le premier. Juste avant, j'avais mis ça, putain, je me rappelais même plus de ce que j'avais mis. Mais pensez carte de restaurant. À chaque fois, je le dis, je l'avais déjà dit lors du dernier événement. En fait, mettez-vous dans ce cas de figure où vous allez dans un restaurant et vous ouvrez la carte et il y a 25 pages avec des repas qui sont incompréhensibles, des noms de code. Moi, ça, c'est un truc qui me fait péter un plomb. On comprend pas en fait ce qu'il y a et on comprend pas ce qu'on peut manger. Mettez-vous dans cette posture-là, vous arrivez au resto, vous asseyez, vous êtes content, vous êtes avec votre ami, avec vos amis, votre famille, j'en sais rien. Et vous asseyez, vous avez la carte et là, putain, c'est pas possible, je sais pas ce que je vais manger, j'en ai pour 15 minutes à commander et à comprendre tout ce qu'il y a. La vérité, c'est que la plupart des agences, elles font exactement ça à leurs prospects.
avec des offres qui sont à rallonge, sur lesquelles on comprend rien, avec 50 000 livrables et qui ne comprennent pas tous les composants. Et maintenant, mettez-vous dans le sens opposé, où vous rentrez dans un resto, vous êtes content, pareil, même ambiance, on a envie de passer un bon moment, et là, vous voyez une carte, c'est une seule page. Spécialité, tac, 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 on sait ce qu'on va manger, il y a un prix qui est attaché à un produit, un repas. C'est clair, il y a le menu qui est bien présenté, il n'y en a pas 50, on n'a pas 50 000 choix, etc. Donc, pensez comme si vous alliez dans un restaurant et essayez de provoquer l'effet numéro 2, du coup, avec vos prospects. Et pour provoquer cet effet numéro 2, il faut qu'on ait tous les composants et qu'ils soient présentés de manière claire. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette métaphore du restaurant, mais moi, ça me fait péter un plomb et ça gâche mon expérience au moment d'acheter. Et ben, ça fait la même chose quand on vend du service. C'est exactement pareil. Et à chaque fois que j'essaye de vendre quelque chose, je me repose cette question-là. Ok, si j'étais un restaurant et que le prospect qui vient acheter chez moi mon service était mon client et que je lui donnais ma carte, comme si ma carte c'était mes offres, comment est-ce qu'il réagirait? Est-ce qu'en 15 secondes, il est capable de lire et de savoir ce qu'il va commander? Sinon, c'est qu'il y a un problème dans mes offres. Et vous l'avez vu avec l'offre d'Horus, elle est très claire. On en a pour 15 secondes à lire et on sait ce qu'on a en fait. On sait pourquoi on l'achète, on sait combien ça coûte, on sait ce qu'on va avoir. Voilà, carte de restaurant simple. La cible. Et désolé pour ce que j'ai écrit, vous allez le voir sur la slide d'après, mais une seule cible, bordel. Vraiment, c'est un truc aussi, ça je ne comprends pas. Ayez simplement une cible, et spécifiquement dans des stades de développement qui sont entre 0 et 50 000 euros par mois, même voire 100 000 euros par mois, on n'a pas besoin d'avoir 50 cibles. Cibler tout le monde, c'est cibler personne. Donc le premier composant de votre offre, c'est une cible. Vous vendez à une cible spécifique, qui a des besoins spécifiques, qui se développe dans un environnement spécifique, dans un marché spécifique. Gardez cette cible et une seule cible, bordel. On cible pas les restaurants et la Fnac Darty et les coiffeurs et les ostéopathes et j'en sais rien, les piscines. Enfin, on cible pas tout le monde. Même si on a un service qui, on pense, peut convenir à beaucoup de monde, on ne cible pas tout le monde. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut comprendre. Le fait de se limiter à une seule cible, et on va le voir avec le service, ça répond à ça aussi. Et d'ailleurs, je vais passer la slide. Une seule cible, un seul service. Pourquoi? Ça, pareil, j'aime bien utiliser des métaphores, mais quand vous avez une fuite chez vous, vous appelez le plombier. Quand vous avez un problème de disjoncteur ou de tableau d'électricité, vous appelez l'électricien. Quand vous allez acheter un meuble, vous allez chez Ikea, parce qu'ils vendent des meubles. En fait, on va chez l'expert. On va jamais chez Jiffy pour acheter j'en sais rien moi, un truc qui répond à un besoin spécifique. Ou alors, si on va chez Jiffy, généralement, on y va et on se dit, ok, on va acheter un peu ce qui se passe, ou alors chez Action, un peu ce qui nous passe sous le nez. C'est des magasins qui sont généralistes, mais c'est pas des magasins qui répondent à une expertise. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent pas se permettre de vendre cher. Nous, on veut faire l'opposé. Nous, on veut être l'électricien, on veut être le plombier, on veut être le Ikea des services. On veut répondre à une problématique spécifique. Et on veut qu'on nous appelle lorsque on a une problématique et un besoin spécifique. Donc c'est pour ça, une seule cible, un seul service. Pourquoi? Parce que cette cible qui est unique, qui se développe dans un environnement spécifique, a des besoins spécifiques auxquels votre service unique va pouvoir répondre. Et le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui ne comprennent pas ça. Alors moi, quand je le dis, ça me paraît simple, ça me paraît logique, et je pense que quand je vous l'exprime comme ça vous paraît tous logique. La vérité, c'est que si je regarde chacune de vos offres, une par une, on va se rendre compte que vous n'avez pas de cible unique et vous n'avez pas de service unique. Il y a sûrement 2 ou 3 services ou 4 services parce que vous dites « Ah ouais, mais je pourrais lui proposer ça aussi, mais je pourrais lui proposer ça en plus, etc. » Au final, il y a 50 services. Et la cible « Ah ouais, mais en fait, notre service, on peut le vendre à ces mecs-là, ces infopreneurs, mais on peut aussi le vendre aux grands groupes, mais on peut aussi le vendre au magasin local du bas de la rue. » Plusieurs cibles. À chaque fois, c'est ça. Donc, juste concentrez-vous sur un seul truc. Une cible, un service. Aussi simple que ça. Et faites en sorte, ça c'est logique, mais je vais le répéter quand même, que votre service réponde à un besoin spécifique de cette cible. Sinon, ça crée un désalignement et forcément, vous perdez les composants de cette offre. Donc, faites très très attention à ça. Je sais que ça peut paraître bête quand je suis en train de l'expliquer, mais je suis obligé de repasser dessus parce que je vous jure que je rencontre des mecs qui ont des agences qui font 100 cas par mois, qui n'ont pas un seul service et une seule cible, et qui après viennent me voir et me disent
Ouais, mais on galère, on n'arrive pas à passer la step du dessus et tout. C'est normal, c'est pas clair. Tes composants de ton offre ne sont pas clairs. Comment veux-tu aller plus loin? Déjà, tu as de la chance d'être arrivé là où tu es. C'est déjà pas normal. C'est anormal que tu sois arrivé à faire autant de chiffres alors que tu n'as même pas les 2 premiers composants de ton offre. Donc pensez-y parce qu'ils sont hyper importants. Et remettez-vous en question là-dessus. Parce que même nous, dans le développement d'Horus, on n'avait pas ces 2 principaux composants. Alors on tapait fort, on bossait beaucoup, on publiait beaucoup de contenu, on allait prospecter énormément. Donc on avait des résultats, mais au final, à un moment donné, on s'est retrouvé à se faire bloquer, à stagner parce que la base, on les avait pas. Donc faites très gaffe à ça. Ensuite vient le prix et le positionnement, et vous verrez qu'ils sont un peu classés en forme de priorité, sous forme de priorité, donc du plus important au moins important en termes de composants. Comme je vous l'ai dit, le prix est un indicateur de positionnement et à l'inverse, un positionnement nécessite un ajustement du prix. Il faut choisir. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois aussi beaucoup trop de personnes qui vendent du service qui ne choisissent pas. Donc en fait, ils se disent on va faire du prix à la tête du client ou on va faire du prix en fonction de l'argent qu'on a besoin ce mois-ci pour remplir le chiffre d'affaires. Bref, des mécaniques qui, pareil, sont affolantes mais qui pourtant sont très utilisées malheureusement. Donc, c'est simple, quand on a un prix, on a un positionnement et il faut le choisir. Commencez par le positionnement, c'est toujours plus simple et je pense que c'est le plus logique. Vous avez un service et comme je vous l'ai dit, vous avez identifié une cible. Cette cible, techniquement, elle a un positionnement. Si on va cibler les marques de luxe, on est peut-être obligé de s'adapter au positionnement de notre cible. C'est pas toujours le cas, mais on peut partir de là. Ça nous aide à trouver potentiellement notre positionnement et ensuite à découler avec le prix. Cible les marques de luxe. Ok, les marques de luxe, elles ont un positionnement qu'on appelle d'écrémage, je vais vous les détailler après. Donc c'est un positionnement haut de gamme. Ça veut dire que mes services, techniquement, ils devraient s'ajuster au positionnement de ma cible pour qu'elle se retrouve dans mon offre. Hop, je vais utiliser la même stratégie de positionnement qu'eux. Ça peut être une première chose et une première technique à utiliser. N'empêche qu'il faut choisir. Une fois que je sais que mon positionnement il va être haut de gamme, pour que ça fasse sens et pour qu'il y ait une cohérence entre mon prix et mon positionnement, il faut que je facture cher. Aussi simple que ça. À l'inverse, si je vais cibler les petits business locaux, par exemple les restaurants, j'en sais rien, ou les coiffeurs, ils ont un positionnement, à part si c'est un restaurant gastronomique, mais on ne va pas faire d'exception ici, qui est beaucoup plus bas. Je sais pas, un fast-food, il a une stratégie qu'on appelle de pénétration, prix très peu cher, accessible à tous, en bas de la rue pour que tout le monde puisse aller manger le plus vite possible. Mes offres et donc mon prix et mon positionnement doivent s'ajuster aux siens. Donc je ne peux pas facturer du haut de gamme et du luxe à un restaurant qui lui se positionne comme un restaurant fast-food et donc sur une stratégie de pénétration. Juste parce que je viens de me rendre compte que je ne les avais pas expliqués, mais normalement vous les connaissez. Stratégie de pénétration, c'est les prix très peu chers, moins chers que le marché. Stratégie au niveau des concurrents, ça c'est logique, on se met au niveau des concurrents. Et stratégie d'écrémage, c'est quand on est plus cher que les concurrents, quand on est plus cher que le marché au global. Donc là-dessus, je ne sais pas si j'ai grand-chose d'autre à dire, mais partez de votre positionnement et particulièrement du positionnement de votre cible pour ajuster le vôtre. Et une fois que vous avez votre positionnement, ajustez votre prix. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez une non-corrélation entre le positionnement de votre cible et le positionnement de votre offre et donc votre prix, votre prospect, il ne peut pas mordre à votre offre en fait parce qu'il ne va pas se retrouver dedans. Donc c'est hyper important. Et forcément, partez du positionnement pour définir votre prix. Si vous êtes dans l'écrémage, facturez cher. Si vous êtes ici, facturez à peu près ce qui se facture dans le marché. Mais ça, c'est une stratégie qui est un peu compliquée. Et la pénétration, qui est la plus facile, c'est vous facturer moins cher que les autres. Ce que je conseille à chaque fois, et là où j'ai les meilleures réussites avec les apprenants du charbon et même avec mon expérience personnelle, c'est quand on fait ce chemin-là. 1, 2, 3. Étape 1, étape 2, étape 3. On commence avec une stratégie de pénétration parce qu'en fait, on a besoin de pénétrer, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, sur le marché, donc des prix moins chers, avec une cible qui y correspond. Si je refais le chemin d'Horus, on facturait 100 € la vidéo au tout début d'Horus. On attaquait les startups ou les infopreneurs, donc des personnes qui, au final, ont un positionnement qui n'est pas bas de gamme, mais qui est moins haut de gamme que le reste. Ensuite, on est passé ici, et là, on a commencé à attaquer des plus grosses startups, des PME, des e-commerçants. Et du coup, on était à peu près au même prix que les concurrents, entre 250 et 500 € la vidéo. Et ensuite, une fois qu'on s'est attaqué aux grands groupes, donc grands groupes, positionnement haut de gamme, beaucoup plus de budget, qui répond à des normes qui sont beaucoup plus premium, entre guillemets,
Là, on est passé à cette stratégie d'écrémage, notre positionnement a changé et notre prix est passé à 1 000 € la vidéo. Chemin logique, mais que personne ne respecte. Voilà, donc ça c'est important aussi. La promesse. Alors, et après je vous remontrerai l'offre d'Horus pour que vous voyez tous les éléments dont je viens de vous parler là. La promesse, il y en a beaucoup qui oublient que vendre, c'est avant tout raconter une histoire. Et la promesse dans ton offre, elle sert exactement à raconter une histoire. Il y a trop de gens qui comprennent les autres composants, qui mettent un prix, un service, des livrables, etc., mais qui ne racontent pas d'histoire. La promesse, elle est là pour faire passer le prospect d'un point A à un point B et en fait lui faire comprendre que grâce à ton travail, grâce à ton service, tu vas le faire passer de ce point A, duquel il n'est pas content, au point B, duquel il sera super content. Et ça passe par du storytelling. Il faut raconter, il faut expliquer, ok, quel est l'intérêt de passer par ton service, au-delà du prix, au-delà du positionnement, au-delà de ce qu'on a vu, la cible du service. Racontez une histoire. Dans votre offre, racontez une histoire. Alors, il n'y a pas besoin d'écrire une phrase à rallonge, mais juste voilà, faire passer d'un point A à un point B. Si je reviens sur l'offre d'Horus, parce que ça, je sais que c'est un peu plus difficile à imaginer, bah nous, on aide les grands groupes à redorer l'image, à redorer leur image auprès des jeunes générations. Donc, en gros, ils comprennent que grâce à notre offre, on va les faire passer de « ils n'arrivent pas à redorer leur image » à « ils arrivent à redorer leur image aux jeunes générations en 20 ». Il n'y a pas besoin d'écrire un roman, mais au moins, c'est un minimum storytellé et ils comprennent la promesse. L'USP, ça, c'est ce qu'on a, enfin, c'est la Unique Selling Proposition. Alors, je déteste les anglicismes, mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de mot français pour ça. C'est simple. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui rend ton offre unique? Qu'est-ce qui rend ton offre différenciante? Pourquoi est-ce qu'on passerait par ton agence, par ton service plutôt qu'un autre? Si vous n'avez pas la réponse à cette question, vous n'avez pas d'USP. Si vous n'avez pas d'USP, vous perdez une grosse valeur dans votre offre. Donc la question, elle est simple, et là, il n'y a pas forcément d'exemple à vous donner ou de choses particulières à raconter. Si vous n'avez pas d'éléments différenciants, bah, vous n'avez pas d'USP. Vous perdez une force de frappe supplémentaire. Avec Horus, nous, notre USP, c'était notre preuve sociale. Ça ressemble beaucoup à la preuve sociale, en vérité, l'USP. Enfin, on l'utilise beaucoup avec la preuve sociale. Nous, par exemple, Horus est la seule agence qui réalise ces vidéos grâce à des experts qui possèdent plus de 3 millions d'abonnés. C'était ça notre USP. Il n'y avait pas d'autres agences en France à l'époque qui avaient des fondateurs qui étaient eux-mêmes créateurs de contenu et qui, entre guillemets, avaient réussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'était ça notre USP. Mais après, il y a 50 000 USP différentes. L'USP, elle peut se faire sur la preuve sociale, comme je vous l'ai dit, mais elle peut se faire sur plein de choses. Sur le background des fondateurs, certes, mais voilà, il faut être inventif à ce niveau-là. Il faut être différenciant. Ça peut être dans la structure de son offre, ça peut être dans les livrables, ça peut être dans justement le service. Le service peut être en lui-même un USP. Si c'est un service qui est tellement différenciant que le service peut être un USP. Ça arrive pas souvent, mais ça peut l'être. En tout cas, si dans votre offre, vous n'avez pas d'éléments qui répondent à cette question, qu'est-ce qui rend ton offre unique et différenciante? Et encore plus loin, pourquoi est-ce que quand un prospect aurait deux agences face à face avec les mêmes prix, il choisirait la tienne plutôt que la leur? Si vous ne répondez pas à ça, il y a un problème dans votre offre. La garantie. Ça aussi, c'est hyper oublié, c'est très américain, mais au final, ça marche beaucoup. Bon, c'est simple, la garantie, en fait, c'est pour dérisquer l'achat. Si vous regardez ce que vous achetez au quotidien, il y a énormément de garanties. Que ce soit, je sais pas, une machine à laver, enfin, surtout sur l'électronique, en fait. L'électroménager, ça marche beaucoup. Si on achète une voiture, il y a des voitures avec la garantie, etc. Il y a énormément de garanties et nous, je sais pas, dans le service, on a peur de mettre des garanties. Comme je vous l'ai dit, c'est très américain, mais les agences qui mettent des garanties et qui ont entre guillemets les cojones de le faire, signent plus de clients parce que forcément, ça dérisque l'achat. Donc la garantie, ça peut être une garantie de résultat, ça peut être une période d'essai. Et là, pareil, on peut être inventif, on peut inventer 50 000 garanties selon son service, selon sa cible, selon son positionnement, etc. Mais c'est bien de penser au prospect et de dérisquer son achat. Pourquoi? Parce qu'un achat, vous le savez comme moi, ça reste un acte émotionnel. Et donc, si on dérisque cet acte émotionnel, on a beaucoup plus de chances que justement l'émotion prenne le pas et donc que l'achat se fasse. Nous, avec Horus, on avait mis une période d'essai. On voulait pas mettre de garantie de résultat, etc. On trouvait que ça faisait trop pushy et surtout ça correspondait pas à notre cible qui pour le coup encore une fois était les grands groupes, donc un peu un esprit premium, corpo, etc. On voulait pas arriver avec on va vous faire gagner 10 000 abonnés en 3 mois, etc. On aurait pu, mais en fait c'était une démarche un peu trop pushy qui ne correspondait encore pas à notre positionnement.
Du coup, on a mis une garantie de période d'essai. Bah, vous n'êtes pas content, vous pouvez sortir du contrat. Ça marche aussi. C'est beaucoup moins agressif, mais ça marche aussi. Après, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que plus vous êtes agressif et plus vous êtes couillu, audacieux dans votre garantie, plus elle va marcher, forcément. Attention à ne pas aller trop loin non plus. On reste des professionnels. On n'est pas là pour, à chaque fois je tape sur eux, mais pour vendre, vendre des formations comme les mecs à Dubaï qui vendent des arnaques, qui ont des garanties qui parfois sont un peu trop pushy. J'ai aussi fait ça moi au début du charbon. Donc faites attention. Mais il faut mettre une garantie. En tout cas, si vous pouvez vous le permettre, il faut absolument le mettre parce que vraiment, ça dérisque l'achat. Et comme je vous l'ai dit, ça enlève la rationalisation derrière l'achat. Ça fait passer l'émotionnel encore plus en force. Et donc, du coup, derrière, vous aurez des taux de conversion avec vos prospects lorsque vous allez leur vendre qui seront beaucoup plus élevés. Vas-y. Qu'est-ce que tu appelles des garanties trop pushy? Tu as des exemples? Bah, par exemple, je sais pas, si je te donne l'offre du charbon telle qu'elle était de base, pour moi, elle est un peu trop pushy. C'était, on va vous faire passer de 0 à 5000 en 3 mois, par exemple. Tu vois. Sur une agence telle Chorus, si je te donne une garantie trop pushy, c'est on va vous faire gagner 100 000 abonnés en 3 mois, sinon on vous rembourse. Tu vois. En fait, c'est les garanties où tu te dis, putain, ça fait limite vendeur de rêve en fait. Ça décrédibilise ton autorité, ta marque en fait, tu vois. Je pense que c'est assez subjectif comme chose, comme choix, mais tu dois le sentir, tu vois. Quand t'es pas à l'aise avec ta garantie, c'est pas bon, tu vois. Et après, il faut mettre des garanties aussi que tu es capable d'honorer. Parce qu'il y a des garanties, malheureusement, on n'est pas capable de les honorer. Est-ce qu'un prix, ça peut être aussi une garantie, dans le sens où si tu factures à la performance ou des choses comme ça justifie une garantie comme un client ou pas? C'est différent, c'est une méthode de facturation ou de pricing, mais c'est différent, je trouve. Une garantie, pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec le prix, tu vois. Une garantie, c'est post-achat. Ton prix, c'est avant achat. Tu vois ce que je veux dire? La garantie, elle dérisque l'achat. Voilà. Et du coup, si tu es payé à la performance, c'est déjà dérisqué. Parce que si tu fais rien, mais je te peux pas. Ouais. Et c'est que si tu es payé 100% à la performance, d'ailleurs. Vas-y. Est-ce que la garantie, tu dois la tester avant de la garantie ou tu peux être couillu et dire si par exemple tu fais une garantie au résultat, tu dis ça va augmenter tes taux de conversion alors que tu l'as jamais testé? Ça, après, c'est toi et ta conscience. Hein. C'est ça le truc. C'est toi et ta conscience. Après, nous, on est passé par des phases très couillues, très audacieuses pour pouvoir vendre. Hein. En fait, le truc avec la garantie, c'est que ne faites jamais une garantie où, par exemple, nous sur Russe, pour reprendre l'exemple de l'agence, jamais on aurait pu garantir des vues et des abonnés. Pourtant, je rêverais de le faire. Et du coup, je dérisquerais mon achat si je disais chaque fois que je te fais une vidéo, je suis sûr que tu as 10 000 abonnés et 100 000 vues. Mais je peux pas. Donc en fait, je ne vais pas la faire parce qu'au bout d'un moment, je vais me retrouver avec un truc qui ne va pas marcher. Le client va gueuler, je vais passer pour un con. En fait. Donc il faut absolument que tu fasses une garantie que tu peux quand même honorer dans le cas où ça se passe mal. Et ça, il faut que tu sois à l'aise. Si au début tu tâtonnes, tu vas devoir la tester. Mais il faut toujours que tu testes en dessous de ce que tu penses être capable de faire. Si moi je fais une page de vente, je suis sûr que mon taux minimum de conversion c'est 20%, je te garantis 10. Et après j'augmenterai, je verrai si je fais 10 pages et sur les 10 pages, je suis jamais en dessous de 20%, j'augmenterai ma garantie. Mais je ne prendrai pas de risque. C'est plus intelligent de la tester Ouais. et de te laisser. Ouais, complètement. Parce qu'il n'y a rien de pire dans le B2B, si tu veux. Surtout le game d'agence, c'est un game où en fait tu vas pas vendre tout le temps, ça dépend du service, mais tu vas faire énormément d'argent sur les mecs qui ont acheté une fois et qui vont racheter chez toi. Donc la satisfaction client elle est trop importante. Donc si tu prends un risque de ne pas assurer ton service et d'avoir une garantie où ça se passe mal et tout, en fait tu perds un client et potentiellement c'est pas un client, c'est 2 ans de contrat en fait. Donc c'est trop risqué. Ouais. Après c'est toi et ta jauge en fait. Hein. Ouais. Mais oui, plus t'es... En fait c'est ça, c'est un jeu où il faut vraiment se jauger parce que plus tu es audacieux sur ta garantie, plus tu as de chances de vendre. Bah, attention, parce que comme je l'ai dit, passer un certain cap, c'est trop. Du coup, ça devient contre-productif. Mais du coup, moins tu es audacieux, moins tu as de force de frappe sur cet aspect-là. Donc, ça veut dire que les autres composants de ton offre doivent être aussi vraiment bons pour que ça marche. Ouais, il faut faire gaffe. La garantie, c'est aussi quel genre de gens t'attire. Voilà. Qui est le type de client qui achète avec des garanties de ouf. Voilà. Mais en fait, c'est des mecs qui n'ont soit pas les budgets, soit pas l'argent, soit qui vont te faire chier parce qu'ils sont pas Voilà. sûrs. Donc il faut vraiment jauger. Une garantie très pushy, comme il disait, c'est ce genre de client et tu n'as pas envie de les avoir. Voilà. C'est pour ça que, et comme je vous dis, le truc hyper important,
adaptez votre garantie à votre positionnement. On n'attaque pas les grands groupes comme on attaque un infopreneur. Un infopreneur, il va beaucoup plus répondre et être sensible à cette garantie. Un grand groupe, il n'en a rien à foutre. Quoi qu'il arrive, il a son budget d'année. Il va dépenser chez toi. Si tu as fait de la merde, il ne repassera plus jamais chez toi. S'il est content, il te repassera commande avec la prochaine ligne de budget qu'il débloque. Au final, il s'en fout de la garantie de ce truc. Un infopreneur, c'est ses sous. C'est sa société, c'est ses sous. Donc forcément, il va être beaucoup plus sensible à ça. Et donc il faut jauger. Encore une fois, on repart des premiers composants qui sont au tout début la cible et le service. Et une fois que vous avez identifié ça, tout devient plus simple. Parce que imaginez que là, c'est pour ça que je disais un seul service, une seule cible. Imaginez qu'on arrive au moment où vous passez sur la garantie et vous dites putain, il faut que je trouve une garantie. Et là, vous avez 3 cibles. Et vous avez 4 services. Putain, mais c'est impossible de trouver une garantie. C'est impossible. C'est impossible. Et alors que si on n'en a qu'une et qu'un, techniquement, on peut trouver une garantie qui y correspond et on peut se dire, OK, sur cette garantie, je suis aligné avec mon positionnement et je prends pas trop de risques, du coup, je vais pouvoir la tenter. Voilà. Avant-dernier. L'urgence et la rareté, je les mets ensemble parce qu'en vrai, ils se ressemblent énormément. La vérité, si on veut aller vraiment dans le détail et si on veut encore une fois américaniser l'approche de l'offre, ce que je ne conseille pas forcément ici en France, c'est différent. Moi, je les mets ensemble parce que je trouve que ça répond quasiment à la même, en tout cas psychologiquement, ça répond à la même problématique chez notre prospect. Donc, je vais en parler ensemble. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, c'est pas vraiment la même chose. L'urgence et la rareté, je pense que vous le savez, c'est ce que je parle quand je parle de psychologie humaine entre guillemets. L'humain accorde automatiquement plus de valeur à ce qui est limité, à ce qui va être épuisé rapidement dans le temps et ce qui est limité. Donc, urgence, rareté. Essayez d'en mettre dans votre offre. C'est peut-être le composant qui est le plus difficile à imaginer parce qu'en fait, pareil, on peut vite passer pour un vendeur de tapis si jamais on limite quelque chose ou si on ment sur les limites qu'on a au niveau de notre offre. Donc, il faut faire attention. Encore une fois, c'est vous et votre jauge. Je pense que c'est des éléments qui sont très importants. Si je devais aujourd'hui en enlever dans mon offre, ça serait potentiellement ces 2 composants-là. Maintenant, ils sont hyper puissants. Hyper puissants. Parce que on va créer chez le prospect cette envie d'acheter rapidement. En fait, c'est l'effet des soldes, quoi. Les soldes, ça dure 2 jours. Alors, il y a une liquidation aujourd'hui. On a envie d'acheter et on va même acheter des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'acheter parce qu'on se rend compte que c'est les soldes et qu'il faut qu'on en profite vite et que demain, il y en a plus. En gros, il faut qu'on essaye de faire ça et de répliquer ce schéma mental chez notre prospect sans lui raconter de la merde. Donc, si vous n'avez pas de limites, si vous n'avez pas d'urgence, si vous n'avez pas de rareté, n'en inventez pas pour en inventer. Parce qu'encore une fois, ça va être contre-productif. Si vous dites ah ouais, mais nous, on prend que 5 projets par mois et qu'au final, vous en prenez 10, si jamais vous en avez 10, en fait, vous êtes juste des menteurs et à un moment donné, ça va se ressentir. Alors, ça a un impact marketing au moment où vous allez vendre, mais derrière, ça a un impact hyper négatif sur la délivrabilité de vos projets et sur votre réputation. Et la réputation, on en parlera cet après-midi, c'est pour moi, pour un entrepreneur, ce qu'il y a de plus important. Donc, mettez-en si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ne vous prenez pas trop la tête. Maintenant, c'est quand même important d'en mettre. Dans le service, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Vous auriez un e-commerce, je vous aurais dit ça, c'est hyper important. Les réductions, le nombre le stock limité, etc. Nous, dans le service, les gens nous achètent, nous principalement, ils achètent notre personne. Ils savent en fait qu'on est limité entre guillemets parce qu'on peut pas se cloner, on n'est pas Naruto. Donc voilà, les gens sont au courant, il n'y a pas forcément besoin de le dire. Nous, la seule chose qu'on avait mise avec Horus, et c'était un fait, on ne peut pas prendre tous les projets, sinon on va faire de la merde. Pourquoi? Parce qu'on n'est que 12. Donc en fait, on peut pas prendre 50 000 projets à la fois par mois, etc. malgré les demandes qu'on avait, parce que sinon on allait faire de la merde. Et ça, on leur disait, et c'était simplement la vérité, c'était notre petite graine d'urgence et de rareté, et ça passait. Donc, vous prenez pas trop la tête là-dessus. Maintenant, si vous en avez, si vous avez de l'inventivité là-dessus, faites-vous plaisir. Juste, attention, encore une fois, c'est votre jauge. Ne passez pas dans le cap de vendeur de tapis. Parce qu'on peut vite y aller avec ce genre de composants d'offres. Voilà. Je sais pas, Benoît, si tu avais un truc à dire là-dessus. Parce que toi, t'es chaud sur l'urgence. En fait, il faut comprendre un truc, c'est peut-être pas à tous les niveaux, mais une agence qui commence à taper les 1 million par an, ça devient une game d'humain. Ouais. En fait, c'est une question d'équipe. Et toutes les agences qui dépassent le million, qui vont jusqu'à après des grands groupes type Publicis, Savas, se battent pour les talents. C'est ça qui
passer à les taper des 5-10 millions, parce que vous avez une bonne équipe. Donc c'est logique en fait que si on est 12, ben, on peut prendre 4 grands groupes, on ne peut pas en prendre 10, parce qu'on n'a pas les équipes. Et arrivé à un certain palier, ça devient très dur de recruter des mecs très bons. Et donc en fait, l'argent n'est pas exponentiel avec l'équipe et l'humain. C'est-à-dire que je ne peux pas croître aussi vite en équipe que je crois en chiffre d'affaires. Donc au bout d'un moment, tu te retrouves à taper un palier. Ouais, et donc du coup, voilà, l'urgence et la rareté, quand on est une agence, en vrai, elle répond par la taille de notre équipe, en vrai, la plupart du temps. C'est juste que vous serez sûrement peut-être confronté à des dilemmes comme nous on l'a été, des fois il y a des chèques sur la table, Ouais. et des fois il faut refuser des chèques. Ouais, et ça, c'est dur. Ouais. Mais c'est là qu'on progresse. Parce que c'est pire en fait d'accepter le chèque et de mal délivrer le service. C'est contre-intuitif parce que vous dites c'est de l'argent, il faut le prendre parce que l'entrepreneur, du coup ce qui fait vivre l'entrepreneur et la boîte, c'est l'argent. Et des fois il faut refuser des contrats parce que vous ne serez pas capable de le délivrer. Mais il faut être ultra honnête avec vous-même vis-à-vis de ça. Ouais. Et du coup, dernier composant, du coup, c'est un bonus, vu que ça s'appelle les bonus. Bon, vous le savez aussi, l'impression d'abondance fait vendre. Attention, ça peut être contre-productif si on en a trop. Mais moi, j'ai fait pas mal de tests là récemment avec certaines des agences que j'ai dans le charbon, notamment une d'un mec qui s'appelle Arthur, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait dû être là, qui fait du design. Et en fait, on a tweaké un peu son offre, on a gardé le même prix, on a gardé tous les composants que vous avez vus là, et on a tweaké simplement les bonus et la présentation des bonus. Donc en fait, il avait une offre avec des livrables qui y correspondaient. Sauf qu'il les présentait en mode, lui, son offre, c'est 2500 € et tu as ça, tu as X livrables. Et il avait une liste de livrables. Et du coup, ce que je lui ai dit de faire, et ça a hyper bien marché, je lui ai dit, tu choisis 3 livrables principaux que tu mets dans ce qu'on appelle ton offre principale, ta core offer. Il a mis ces 3 livrables principaux, il les a séparés. Donc, il a dit, pour 2500 €, vous avez ces 3 livrables. Il a gardé l'offre telle qu'elle avec tous les autres composants. Et ensuite, en dessous, il est venu mettre tous les livrables qui étaient initialement dans son offre, qu'il vendait avec son offre initiale à 2500 €. Il est venu les mettre en bonus. Et il y avait marqué, et il y a marqué sur son site, je pourrais vous le montrer, et en plus, ou bonus, enfin, il y a un truc, il y a une phrase qui explique que c'est des bonus, quoi. Et là, tac, 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 tous les livrables. Et en fait, ce que ça crée, c'est que le prospect, il se dit, putain, attends, déjà pour 2500 €, ce qui est pas très cher, lui, il vend une charte graphique, un logo et le naming. C'est pas très cher en vrai. Si c'est super bien fait, c'est pas très cher. Pour le coup, il est très bon. Donc, on se dit, putain, c'est pas très cher, charte graphique complète, logo, naming et tout. 2500 €, c'est bien. Et là, bam, impression d'abondance. Tous les bonus qui tombent, on est là, tac, tac, bannière LinkedIn, design de carrousel LinkedIn, signature email, tous les trucs de design dont on peut avoir besoin, carte de visite, etc. C'est dans les bonus et il nous les fait. Et là, on se dit, putain, mais en fait, c'est vraiment pas cher payé parce que si j'additionnais tout ça, ça me ferait déjà 2500 € rien qu'en bonus. Et donc, en fait, on se dit, OK, impression d'abondance, franchement, ça vaut vraiment le coup et on a l'impression de faire une affaire. Donc, en vous expliquant ça, ce que je veux vous montrer, c'est que si vous arrivez à mettre des bonus dans votre offre, c'est encore une fois un truc qui a de la valeur pour le prospect et qui va de lui donner cette impression d'abondance et encore une fois, lui donner encore plus de raisons de rationaliser son achat qui est en vérité émotionnel et donc de passer à l'action et de vous faire un virement parce que c'est ça le plus important. Donc, pensez au bonus. Si vous avez des livrables que vous faites quoi qu'il arrive dans votre prestation, mais que c'est des trucs un peu annexes et que vous pouvez les mettre ou les catégoriser en tant que bonus, ne vous en privez pas parce qu'au final, ça crée cette impression d'abondance. Donc voilà, les bonus, encore une fois, c'est pas le plus important, c'est pour ça que ça vient en dernier, après l'urgence et la rareté, mais si vous pouvez, faites-le. Et des fois, ça prend simplement un petit changement de présentation de l'offre pour que cette impression d'abondance arrive et que ça close derrière. Pour le coup, avec Arthur, on l'avait observé. Moi, j'ai fait les calls de closing avec lui. Je les ai vus, il me les a enregistrés, je les ai vus, etc. Et le mec a vendu 3 fois plus ou 4 fois plus le mois où on a fait cette implémentation que le mois d'avant, avec le même nombre de calls, tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas cette impression d'abondance avant et elle existait après. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà pour les bonus. Dernier conseil, et c'est un peu ce que je vous ai dit au tout début, mais je vais répéter, parce qu'en fait, je ne le répéterai jamais assez ce truc-là. Il paraît tellement logique, mais personne ne le fait. Soyez logique, prenez une cible, une seule, un seul putain de service, un positionnement et un prix qui correspond à ce positionnement.
Si vous avez ça, vous êtes déjà très bien et vous êtes mieux que 90% des personnes qui vendent du service qui n'arrivent pas à savoir ce qu'ils vendent correctement. Parce qu'en fait, c'est dur, on se rend pas compte, mais choisir une bonne cible, choisir un bon service qui correspond à un besoin spécifique et qui est assez douloureux pour qu'on puisse nous payer pour ça, plus un positionnement qui y correspond et un prix du coup qui s'ajuste en fonction du positionnement, c'est difficile. Mais si vous avez ces 4 composants-là, vous avez mieux que 90% des boîtes qui font du service en France, en tout cas. Donc, voilà, juste concentrez-vous sur ces 4 composants-là. Le reste, prenez-le en compte, la garantie, l'USP, etc. Ça peut se transformer, ça peut s'ajuster. La garantie, tu me disais, ouais, si un jour la garantie, je me rends compte que je peux plus l'honorer, ça s'ajuste. Tant que tes 4 principaux composants sont là et restent les mêmes, bah, tu n'auras pas de problème. Tu pourras ajuster ta garantie et puis tu pourras tester avec des données. Putain, en fait, cette garantie-là, elle marche mieux que l'autre. Et puis d'un call à l'autre, tu changes la garantie, etc. Donc voilà. C'est un peu le dernier conseil sur cette partie-là, mais hyper important. Vraiment. Je pense qu'on est bon au niveau de cette presse-là. Ouais. On est bon au niveau de cette presse-là. J'ai été vite, j'ai parlé de tous les composants. Ah ouais, merci. Je sais pas si vous avez des questions, des trucs qui étaient pas clairs, des trucs, ouais, enfin voilà, n'hésitez pas quoi. Le but c'est qu'on en discute là. Donc, comment tu définis une cible précise dès le départ alors que ton offre ne change pas? Parce que dans tous les cas, tu dois avoir une seule et unique offre. Pourtant, la cible, elle change. Ouais, mais elle change au moment où tu te rends compte que tu dois la changer. En fait, tu as des indicateurs qui te font changer ton offre. Et l'indicateur, c'est quand tu commences à faire trop de sous ou que tu as trop de projets. Là, tu commences à te poser des questions. Putain, je vais changer les composants de mon offre parce que là, il faut que j'ajuste. Tu vois, là, avec Mathis, ce qui se passe, c'est qu'il a trop de clients, il fait trop d'argent. Et du coup, il faut qu'on ajuste le positionnement, il faut qu'on ajuste la cible, il faut qu'on ajuste le prix. Et en fait, ces questions-là, tu te les poses. Et c'est des bonnes questions à se poser quand tu fais trop d'argent ou quand tu as trop de volume entrant de leads, de prospects, etc. Tu vois. Et tu te les poses pas avant. Au début, il faut que tu prennes position. Et généralement, je propose de commencer par la pénétration. Alors avec vous, on en avait un peu parlé, c'est peut-être un peu différent par rapport au service que vous avez. Mais oui, ta cible change, mais ta cible change quand tu as décidé de la changer parce que les indicateurs te demandaient de la changer. D'accord. Et tu rajustes ton offre du coup en fonction de la nouvelle cible. Oui. Et donc là, tu peux te permettre d'augmenter tes prix parce que augmenter ses prix sans avoir d'indicateur que tu peux augmenter tes prix, c'est très dangereux aussi, tu vois. Donc en fait, tu peux changer ton offre, mais il faut que tu aies vraiment les indicateurs. Et généralement, c'est les sous que tu rentres, hein, enfin, on va pas se mentir. Ou le volume de personnes qui veulent bosser avec toi. Si tu refuses 50 projets parce que tu n'es pas dispo, là, c'est un indicateur que tu peux vraiment changer ton offre, tu vois. Et tu peux aller attaquer d'autres marchés, attaquer d'autres cibles. Ou alors tu améliores ton service. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de délivrer. En fait, tu n'es pas obligé de changer ton offre. Tu vois, nous, avec Horus, on a toujours voulu, on ne pouvait pas le faire au départ, on a toujours voulu avoir des vidéos à 1000 balles premium. C'est juste qu'après, il faut se rendre compte de la réalité. Au tout début, Ouais. on n'avait pas le niveau de délivrabilité et le niveau de qualité d'une vidéo à 1000 balles. Donc en gros, tu la fermes, tu fais ta vidéo à 300, Ouais. tu te fais la main, tu prends des logos, tu prends des clients, et petit à petit, tu l'augmentes. Mais on savait qu'on allait là, tu vois. Si je vends des vidéos à 300 et je me dis, je suis pas obligé d'augmenter mes prix, j'ai juste à mieux délivrer et à pouvoir encaisser le volume qui vient à moi, tu vois. Il faut le penser en fait à l'inverse, je pense. Il faut dire, est-ce que direct, j'ai envie de faire une agence premium, mais j'ai peut-être pas la capacité actuelle de délivrer du service premium, et c'est pas grave. Mais tout le monde, personne là. En fait, la vérité, c'est qu'il faut arrêter ça aussi. Tu as raison. Il faut regarder la vérité. Personne n'a la capacité de vendre une putain de vidéo 1000 balles alors qu'il sort de nulle part. Genre. Non, nous, on n'est pas de background vidéo. Tu peux avoir des mecs mais qui même. lancent une agence et qui ont des compétences techniques. Ouais, mais même. C'est rare, ouais, mais même. Mais en vrai, c'est 0,001%. Je veux dire, il y a des contre-exemples où tu as des mecs qui ont déjà du réseau, déjà des trucs, ils montent des boîtes et direct c'est très cher et les mecs cartonnent et tu te dis mais comment ils font? En fait, ils ont récupéré des trucs d'avant. Ou alors, tu as un positionnement vraiment particulier. Vous, explique ce que vous faites, parce qu'en fait, ta question, elle découle de ça, en fait. Alors nous, on fait des vidéos un peu plus premium, c'est-à-dire on essaye d'intégrer les codes du cinéma dans la vidéo qui permettent justement aux infopreneurs, actuellement c'est la cible qu'on a, de justement se détacher un peu de tout ce qui est mass content qu'on a l'habitude de voir actuellement, tout ce qui est fast cam, enfin les produits vidéo qu'on voit actuellement, pour pouvoir toucher un peu plus des cibles un peu plus premium dans leur business et mieux vendre en fait finalement et se détacher de ça. Mais du coup nous on vend des vidéos qui sont beaucoup plus qualitatives dès le départ, mais sauf que du coup notre cible
du coup, n'est pas cohérente par rapport au positionnement qu'on veut toucher. Puisqu'ils ont pas Si, le parce que dans ta cible, tu as des sous-cibles. Par exemple, le mec avec qui vous bossez, Taylor Chiche, c'est un des riches des infopreneurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Yomi Denzel, c'est un riche infopreneur. Antoine Blanco, c'est un riche infopreneur. Bah, elle est là, ta cible. Elle est sur les infopreneurs qui sont vraiment riches. Bah, les gros. Tu touches pas tout le monde, tu touches les entrepreneurs riches. Et vous, la problématique que vous avez, c'est qu'en fait, vous avez un service qui est difficile à vendre pas cher. Pourquoi? Parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte du déplacement, etc. Mais, c'est ce que je vous avais dit quand on en avait discuté la dernière fois, malheureusement, il va falloir que vous bouffiez les couilles pendant quelques mois et que vous facturiez moins cher que ce que vous aimeriez facturer. Facturer pourquoi? Parce qu'il faut que vous pénétriez ce putain de marché. Et votre prix de pénétration n'est pas le prix de pénétration d'un mec qui fait des vidéos réseaux sociaux classiques. Pourquoi? Parce que vous avez une expertise qui est beaucoup plus élevée et surtout un rendu, un service qui est d'une qualité beaucoup plus premium. Donc vous allez quand même facturer de la pénétration, mais qui n'a rien à voir avec 300 € la vidéo. Si c'est ça que... Donc, mais il faut quand même que vous l'ayez en tête ce chemin. Il va falloir que vous passiez par là. C'est En fait, sûr. dis-toi que tu achètes ta preuve sociale. En fait. Voilà. Tu perds pas d'argent, tu achètes ta preuve sociale. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites. Tu le fais. Vous le faites en fait. Parce que vous êtes obligé de le faire. Et du coup, après, votre cible changera. D'accord, très bien, merci. Quelqu'un a une autre question? Moi, je veux juste rebondir sur les réponses. Est-ce que ça veut dire qu'il doit avoir une stratégie de pénétration face à sa cible du futur, ou alors il doit avoir la même qualité de service, genre un bête de service, pour moins cher. Donc vu que c'est moins cher, il va aller toucher un positionnement plus faible, ou alors il doit d'abord toucher les Taylor Chiche, Yomi Denzel, etc., mais moins cher. C'est ça. C'est les riches infopreneurs, mais moins Mais chers. moins cher. Et du coup, comment il fait cette transition-là de garder ces personnes-là, vu qu'en plus il a une cible qui est assez restreinte, de changer son prix, de dire ok, bah moi j'ai cette qualité de service, maintenant, avant c'était 1 000 €, maintenant c'est 2 000 € la vidéo. Est-ce qu'il va réussir à faire ce truc-là, ou comment il doit le faire? Alors ça, il n'y a personne sur Terre qui n'a pas réussi à faire ça. Bah, t'es bon ou t'es pas bon. Voilà. Et Si les je gens, te ils paye 1000 comprennent. balles et que t'es bon, je suis content de ce que tu fais, tu me rapportes des résultats, Voilà. tu me dis c'est 2000, mais mec, je suis obligé de te payer si t'as. Non, si et je suis puis vraiment content de ton Les gens, ils taf. sont pas cons. Les gens, ils comprennent. Au début, ils vont facturer pas cher. Ok, ils facturent pas cher, c'est pas grave. Ils commencent. Mais par contre, je sais que s'ils me facturent pas cher aujourd'hui, vu que c'est des mecs, c'est des cracks, dans 2 ans, ils vont m'arracher, tu vois. Donc, si je veux bosser avec eux, j'en suis conscient, tu vois. Et quand là, la question d'augmentation des prix, à chaque fois, ça fait peur à tout le monde. Mais en fait, c'est juste, j'envoie un message, salut, je suis désolé, j'ai trop de volume, j'ai trop de demandes, je dois augmenter mes prix. Et très souvent, c'est, ok, super, merci, pas de souci, tu vois. Ou alors, c'est, ah bah putain, désolé, là, c'est un peu trop compliqué pour moi niveau budgétaire, mais bravo, félicitations à toi. Écoute, on en reparle plus tard. Et là, tu perds tes clients, mais de toute façon, c'est des clients que tu n'aurais pas eu puisque tu changes de cible. Donc, tu es content que ces clients-là, tu les lâches en fait, tu vois. Donc, faut pas. Et j'avais une question sur les cibles, du coup. Vous, votre cible avec Horus, c'était les grands groupes. Mais du coup, dans la stratégie de pénétration, est-ce que vous aviez grands groupes, mais du secteur agroalimentaire ou du luxe, etc. Ou alors, est-ce que grand groupe, ça peut être une cible, quoi? Non, nous, c'était vraiment les grands groupes un peu, tu sais, les colosses institutionnels, corpos, qui ont du mal à communiquer de manière légère et efficace à nos générations à nous. Du genre Orange, Mazar, Mythique, tu vois, des gros colosses comme ça qui en fait ont tous les mêmes problématiques, ils n'arrivent pas à parler à la génération Z, quoi, tu vois. C'était un peu ça nos... On a plus ciblé, si tu veux, par taille de groupe que par secteur d'activité. Ouais. Et par surtout problématiques du groupe. Genre la Poste, Orange, c'est des problématiques qui sont hyper Nexity. Tu sais, c'est des gros mastodontes ancrés qui ont du mal à bouger. Mais ils n'ont pas de vélocité, en fait, ces groupes-là. Et nous, ça on n'a rien arrive... à voir avec l'agroalimentaire, l'immobilier, la finance. En fait, c'est juste des entreprises qui sont trop grosses. Elles sont tellement grosses qu'elles n'ont pas de vélocité. Elles peuvent pas avancer vite, en fait, parce qu'il y a trop de monde. Et nous, on arrivait, on coupe tout ça dynamique à mort et on va s'adresser aux personnes à qui ils n'arrivent pas à s'adresser. Donc, on n'avait pas de secteur d'activité, mais on avait plutôt une problématique commune, une cible, un service qui répond à cette problématique commune de cette cible. Et après, par contre, dans notre prospection, dans notre organisation, dans la manière dont on communiquait, dans nos arguments de vente, là, on fonctionnait par silo, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois dans la prospection, où forcément, tu ne t'adresses pas à un Nexity comme tu t'adresses à un Orange, parce qu'en fait, les métiers sont différents. Mais sinon, au final, on répond à la même problématique, tu vois. Et si justement, pour l'instant, on n'a pas de cible précise, qu'on est très généraliste,
C'est quoi un peu les questions et le cheminement qu'il faudrait avoir et les questions à se poser pour définir sa cible, si justement pour l'instant on en a beaucoup? Ouais, il y a. Moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est partir par l'appétence personnelle. Donc, je trouve que c'est un bon moyen de le faire parce qu'en fait, ça nous donne un avantage concurrentiel sur les autres. Par exemple, je sais pas, nous, on était plutôt bons dans tout ce qui était finance. Tu vois, moi, j'ai toujours été très intéressé par les finances perso. Nos premiers clients avec Horus, ça a été des applications de finances perso. Parce qu'en fait, je maîtrisais le domaine. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de dire à mon interlocuteur, fais-moi confiance, je maîtrise le domaine, je suis un passionné du domaine. Donc, il y a cette manière-là de se dire, OK, c'est ma passion, c'est un domaine, un secteur d'activité qui est ma passion. Donc, du coup, je vais en faire ma cible parce que je sais que je vais avoir un avantage dessus et que les interlocuteurs à qui je vais avoir affaire, je vais pouvoir leur répondre et je vais comprendre leur vie. En fait, je vais comprendre leur métier, je vais comprendre leur environnement de travail. Tu vois. Ça peut être une première piste. Mais après, il y a plein de validations à faire. Il y a les validations budgétaires. Par exemple, tu peux avoir des passions, mais des passions dans des domaines qui n'ont pas de sous. Par exemple, tu vois, moi, je suis un grand fan de foot. À aucun moment, j'ai été voir les clubs de sport ou les clubs de foot, parce qu'à part les clubs de Ligue 1, qui ont en interne la communication, les clubs de National 1, National 2, National 3, ils n'ont pas de sous. Donc, en fait, ça sert à rien, ils ne pourront jamais me payer. Même s'ils voulaient me payer, ils ne me payeront pas, tu vois. Donc, tu élimines un peu comme ça avec le budget. Et après, ouais, tu as plein d'éléments qui te permettent de valider. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionnerais. Tu pars de tes appétences perso. Après, vous avez aussi des compétences et une expérience perso, donc partez aussi de là-dessus. Avec qui vous avez travaillé le plus souvent? Parce que plus vous pouvez montrer et que les prospects se voient à l'intérieur de ce que vous avez déjà fait et des clients que vous avez accompagnés, plus ça va être facile de les convaincre. Donc, appétence perso, ce que vous avez déjà fait quand vous avez déjà un background, et pour le coup, c'est votre cas. Et ensuite, valider au niveau du budget, est-ce qu'ils peuvent vous payer en fait? Et encore une fois, c'est des questions de positionnement, est-ce qu'on est bien aligné par rapport à notre service? Voilà, c'est vous, ce que vous vendez, c'est cher aussi. Donc, ça va être compliqué d'aller voir le restaurant du coin. C'est juste des questions de logique, quoi. Et du coup, dans notre cas, il ne faut pas repartir sur une pénétration alors? C'est un peu le même cas que Yannick et Ismaël en vrai. Vous allez devoir faire de la pénétration par rapport à votre marché, mais pas de la pénétration par rapport au marché de la vidéo globale, parce que sinon vous êtes mort. Vous pouvez pas. C'est de la prod qui vaut plus cher aussi. Mais oui, vous allez devoir vendre moins cher que les concurrents. Et ça, je pense que vous l'avez compris. De toute façon, vous le faites déjà. Donc, on en avait un peu parlé. Donc, Ok, merci. voilà. Alors moi, c'est plutôt sur l'aspect du prix. En fait, j'ai une offre qui est assez claire et un prix qui est fixe. Mais en fait, j'ai un prospect qui me propose de me payer à la performance en fonction du nombre de leads que je peux lui ramener. Et au niveau du chiffre d'affaires qu'elle ferait avec ses propres clients que j'aurais ramené. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que de se détacher du fixe et de dire « Ok, j'accepte d'être payé à la performance ». Est-ce que c'est pas, se décaler par rapport à son offre et vraiment, être trop flexible pour le client? Ou est-ce que c'est une stratégie qui est acceptable? C'est quoi ton offre de base? C'est quoi ton offre de base? Mon offre de base, c'est faire un site internet ou des tunnels de vente pour 2500. Ok. Mais pourquoi tu veux sortir de l'offre de base? C'est il y a pour quelqu'un qui trouver des négocie clients. avec toi et qui te dit... Ouais. En fait, la personne, elle connaît pas mes prix. En fait, parce que mes prix, je les ai pas affichés. Et la personne, elle m'a contacté d'elle-même pour me proposer, ok, je suis intéressé par tes services. Je connais pas ton prix, en gros. Par contre, je te propose de te payer à la performance. Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou je dois dire non? Moi, je suis pas très confortable avec ça. Par contre, si effectivement, je lui rapporte pas mal de leads, elle me propose 20% du chiffre d'affaires. Si je lui rapporte des leads et que c'est du high ticket, par exemple. En fait, tu n'as aucune maîtrise sur sa capacité à closer les leads. Donc en fait, tu es en train de décorréler ta rémunération de ce que toi tu maîtrises. Ouais. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire que c'est l'autre qui a la main sur toi ce que tu vas gagner. Alors que toi, tu as déjà bossé. En fait, tu peux accepter des variables sur des choses que tu maîtrises de bout en bout. Par exemple, nous, et même Cosmos, Hugo, expliquez ce que vous avez fait sur les abonnés TikTok là. Ça, c'était intelligent. On a une offre, en gros, on vous garantit X milliers d'abonnés et X milliers de vues. Auquel cas, si on ne les fait pas, on vous diminue de 15% le budget final. Si on les fait, on prend 15% en plus.
et après on met d'autres paliers par-dessus si on dépasse. Mais du coup, ils maîtrisent à 100% vu qu'ils font la prod et Ouais, vous faites la. Il y a quand même, le fixe du coup. On fait la Et il y a un fixe. Dans tous les cas, c'est ok que tu baisses ton fixe, mais dans tous les cas, tu dois avoir un fixe. Ok, oui. Tu peux pas être à 100%. Bah, c'est trop sauf si tu risqué, fais, c'est trop closing, risqué. voilà, mais Ouais. sinon, on était obligé d'avoir un fixe. Ouais, mais les variables sur des choses que vous ne maîtrisez pas de bout en bout, faut Ouais, faire hyper c'est attention. complexe. Si tu fais de la pub, si tu fais le tunnel et la pub, c'est toi qui maîtrises la pub et le tunnel. Donc là, il peut te dire, OK, un nombre de leads, en fonction du nombre de leads, je vais te payer un variable. Mais le closing, si c'est pas toi qui vends, bah en fait, tu es tributaire d'un mec, ça se trouve, il sait pas vendre. Tu vois. Ou tu demandes les chiffres. Hein. Si jamais tu te dis, OK, je l'envisage, tu demandes les chiffres sur les 3 derniers mois. Tu dis, OK, je veux le nombre de leads, je veux le pourcentage de conversion sur les pages et je veux le taux de closing. Oui, c'est une garantie pour moi-même, quelque part. Oui, mais complètement. Comme elle te demande d'être à performance, ben moi, j'ai besoin que tu me garantisses que ton process de vente, il est calé, que quand j'envoie des leads, en fait, ils sont closés. Ouais, complètement. Ok. Merci. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras passé un bon moment et appris quelque chose. En tout cas, c'était mon but principal. Si on le résume, une offre, c'est certes des composants, mais c'est surtout un prix qui s'adresse à une bonne cible selon le bon positionnement. Et si tu as tout ça, et un seul service, j'avais oublié carrément, tu vois. Et si tu as tout ça, normalement, tout va bien se passer. Je te laisse implémenter tout ce que tu viens de voir dans cette vidéo tranquillement de ton côté et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.